Merci. Je crois que oui. Merci Sébastien. Alors, rebonjour à tous. On l'a vu depuis, j'allais dire depuis hier, mais surtout ce matin, les enjeux énergétiques au niveau des ports sont des sujets majeurs. Les ports sont vraiment à la jointure de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on entend aujourd'hui et de tout ce qui tourne autour des enjeux énergétiques, selon un double axe, à la fois parce qu'ils assurent la fourniture du complément du mix énergétique qui est disponible sur le territoire, et puis aussi du fait de leur localisation et de leur implantation dans les territoires et au cœur de l'industrialisation des territoires, tout passe par eux. Donc c'est vraiment un sujet majeur. Donc c'est un peu le sujet de notre prochain échange. Donc les ports maritimes, moteurs de l'innovation et accélérateurs de la transition écologique. Comment inventer un nouveau modèle avec de nouveaux services. Donc on va traiter de décarbonation de l'activité portuaire, on va parler de raccordement des quais, on va parler d'un panorama des différents ports français et européens, et puis des nouveaux produits, des nouveaux produits qui permettent justement cette entrée dans la transition énergétique, et ces produits qui sont réceptionnés via nos ports notamment. Alors, je donne d'abord la parole à Sébastien Courtin, qui est directeur territorial d'Enedis Normandie, et qui va nous présenter son rôle dans la décarbonation du territoire, et notamment via les ports. Je vous donne la parole. Oui, merci, Éléonore. Alors, peut-être quelques mots pour rappeler ce qu'est Enedis. Donc, c'est une filiale d'EDF. Filiale du groupe ETF, c'est une entreprise de services publics qui a en charge la gestion du réseau de distribution sur l'ensemble du territoire français, métropolitain. Alors sans doute connaissez-vous Enedis pour ses métiers historiques, à savoir exploiter le réseau, l'entretenir, le maintenir, le dépanner, le développer. Mais Enedis est bien évidemment un acteur clé, un acteur majeur de la transition écologique, énergétique et numérique, parce que le réseau électrique est un maillon essentiel de cette transformation, de cette transition vers un monde décarboné. Alors si on regarde notamment les 4 ambitions de la stratégie nationale portuaire qui figurent ici, on peut voir qu'Enedis est présent en accompagnement sur 3 de ces 4 ambitions. Tout d'abord, celle relative au développement économique des territoires. Alors, bien évidemment, les ports, aujourd'hui, les grands ports maritimes sont face à une concurrence mondiale particulièrement agressive. Aropa ambitionne de concurrencer les ports du range nord européen et disposer de capacités d'accueil sur les réseaux électriques, disposer d'une qualité d'électricité, une qualité de fourniture au top niveau, être capable d'anticiper le développement sont des enjeux essentiels pour les ports, notamment pour Aropa, des enjeux concurrentiels auxquels Enedis doit pouvoir répondre. Deuxième point, c'est ce qui va nous intéresser le plus dans cet échange, des ports accélérateurs de la transition écologique. Alors je vous montrerai là dans les minutes qui viennent l'exemple de partenariat assez emblématique entre Enedis, Aropa et la communauté urbaine du Havre, Seine Métropole, sur le raccordement des navires à quai dont on a déjà eu l'occasion de parler pendant ces 2 derniers jours. Et puis dernier point, des ports moteurs de l'innovation et de la transition numérique. Donc Enedis est un opérateur de données, un tiers de confiance. Enedis dispose, analyse, met à disposition des millions, même des milliards de données, entre autres grâce au compteur communicant, qui permettent aux différents acteurs de réaliser des actions de performance énergétique et de performance thermique. Alors, vous avez eu déjà plusieurs illustrations sur le raccordement des navires. Alors, dans le cadre de ce projet, nous sommes sur le raccordement à quai des navires de croisière. Donc, vous voyez ici ces mastodontes des mers que l'on connaît, qui sont stationnés, qui transitent à Aropa sur la pointe de Floride. Qui, lorsqu'ils sont à quai, pour éviter
faire tourner leurs moteurs diesel polluants, vont être raccordés au réseau électrique pour alimenter et bien évidemment l'ensemble de leurs dispositifs lorsqu'ils sont sur le port. Alors l'avantage aussi de ce raccordement des navires à quai, c'est qu'au-delà de réduire fortement et même quasiment à zéro les émissions de CO2, c'est une réduction des nuisances sonores pour le port, mais aussi pour l'ensemble de la ville du Havre et de la communauté urbaine. Alors comment se passe ce projet ? Donc je vous l'ai dit, un projet emblématique d'ampleur entre Enedis, Aropa et la communauté urbaine du Havre. Pour Aropa, c'est un investissement de l'ordre de 20 millions d'euros, alors financé en partie grâce à des fonds du plan de relance. Le but étant d'alimenter, vous le voyez à gauche de la diapositive, ce qu'on appelle RENAC, donc raccordement électrique des navires à quai, donc le bout de la pointe de Floride, sur 3 quais où sont stationnés les navires de croisière. Alors pour ça, il faut tirer un réseau électrique de forte puissance, donc c'est ce qui figure en rouge sur la diapositive, depuis ce qu'on appelle le poste source Le Havre. Le poste source, c'est l'interface entre le réseau de transport, RTE, et le réseau de distribution. Donc ce sont des grosses installations électriques avec d'énormes transformateurs. Et puis, il va falloir, à partir de ce poste, tirer 3 km de réseau dans un environnement extrêmement complexe. On traverse des quais, on traverse des voies ferrées, il faut faire des forages dirigés pour acheminer donc 9 km de câbles. On a trois départs depuis le poste source jusqu'au bout de la pointe de Floride, en ajoutant un gros transformateur dans le poste source et pour fournir une puissance de 30 MW. Donc 30 MW, c'est équivalent à peu près à l'alimentation d'un quartier ou d'une ville de 20 000 personnes. Et c'est Hubert de Jean de la Bâtie qui disait hier que lorsqu'un de ces navires de croisière arrive au Havre, c'est la deuxième ville de la communauté urbaine du Havre qui est stationnée au bout du quai. Objectif, c'est d'électrifier un premier quai d'ici mi-2023 et puis 2 autres dans les 2 années qui suivent. Alors si on regarde un peu plus précisément le schéma de raccordement, donc à gauche on trouve le poste source, le fameux poste source Enedis. Donc du poste source on sort avec un niveau de tension de 20 000 volts et puis une fréquence qui est la fréquence usuelle de l'électricité en France de 50 Hz. Et avec ça il faut alimenter des navires de standards divers, de niveaux de tension divers. Ça peut être du 6 kV, 11 kV, des fréquences de 50 Hz, voire de 60 Hz. Et tout ça, il faut convertir jusqu'au navire, l'électricité qui transite. Et pour ça, donc, Aropa met en place un poste de livraison et de conversion dans le hangar 13. Alors ça, il faut voir que c'est un petit immeuble, c'est un petit immeuble rempli de technologie, donc c'est une structure très conséquente, très volumineuse, qui va permettre ensuite d'alimenter 5 gros bras articulés, 5 dispositifs, 5 véhicules qui pourront se raccorder avec des grosses prises. C'est des prises qui pèsent chacune une quinzaine de kilos, qui vont permettre d'alimenter ces navires de croisière lorsqu'ils sont à quai à différents endroits du quai. Ce dispositif-là, donc il est déployé sur le Havre et c'est un des plus gros projets en France. Il est aussi en cours de déploiement sur d'autres ports maritimes comme Dunkerque et Marseille. Et puis on a d'autres dispositifs de puissance inférieure, mais tout le long de l'axe Seine. Et le directeur tout à l'heure de Sogestran a parlé de ce type de raccordement. On va alimenter à peu près 80 bornes diverses, alors de diverses puissances, pour alimenter entre autres des navires fluviaux. Et on a le même type de partenariat avec VNF que celui qu'on a avec Aropa.
Alors d'autres champs de collaboration que nous avons avec Aropa et puis la communauté urbaine autour de la transition écologique, c'est bien évidemment le développement des énergies, des ENR. 95% des ENR en France sont raccordés au réseau de distribution. Donc encore une fois, on voit le rôle central, essentiel de ce réseau. L'ambition d'Aropa, c'est de déployer 50 MW d'ENR d'ici 2025. Et ces ENR, il faut les raccorder au bon endroit, en optimisant les investissements, en déployant les infrastructures adaptées. Hier de mémoire, il y a eu plusieurs intervenants ont parlé de la superficie de toiture disponible sur le port du Havre. De mémoire, c'est 150 hectares. Alors, je pense qu'on ne posera pas, ni à la communauté urbaine, ni à Aropa, 150 hectares de panneaux photovoltaïques, mais pour autant, 50 MW, c'est une puissance importante à connecter au réseau. Le développement de la mobilité électrique, donc bon, vous connaissez sans doute les chiffres, d'ici 2035, en cohérence avec la PPE, c'est 17 millions de véhicules électriques qui seront présents sur le territoire français. Donc bien évidemment, sur Aropa, proportionnellement, on aura un déploiement de la mobilité électrique extrêmement fort, à savoir à la fois pour électrifier la flotte du port, pour électrifier la flotte des industriels présents sur le port, aussi pour acheminer les passagers, les croisiéristes, c'est 350 000 personnes qui transitent tous les ans sur le port du Havre et qu'il va falloir acheminer et dont il faudra recharger les véhicules. Et puis dernier point dont j'ai parlé au début, donc l'exploitation des données, encore une fois des milliards de données rendues possibles grâce à Linky entre autres et grâce à l'ensemble des compteurs communicants. Qui vont permettre à la fois au port mais aussi aux industriels présents sur le port d'analyser ces données au bénéfice d'actions de performance énergétique. Voilà rapidement le panorama de quelques collaborations, dont une principale qui devrait être visible dans 1 an à peu près. Merci pour cette présentation. Donc on a hâte de la voir en fonctionnement. Donc on l'a vu, l'électrification des caisses, donc ça répond aussi à une contrainte réglementaire, ça s'inscrit dans le cadre d'une directive européenne. C'est une réponse à la décarbonation de la zone portuaire. Ce qu'on entend quand même, c'est que la configuration de certains quais rend complexe parfois l'implantation de ce type d'aménagement. On a beaucoup parlé ce matin de solutions des groupes qui fonctionnent au GNL ou à l'hydrogène. Ce serait peut-être intéressant que vous nous donniez quelques éléments différenciants, ou qu'est-ce qui fait qu'on repartira sur une solution Enedis plutôt que sur une solution plus locale. En fait, il y a des tas de solutions. Après, on voit bien qu'on est sur des niveaux de puissance différents. Alors, ce matin, on a une collègue de H2X qui est intervenue à distance. On travaille avec H2X pour développer des dispositifs à hydrogène. Donc, on voit qu'on est aussi sur ce champ. On cherche à développer des groupes électrogènes pour alimenter lors de dépannage les clients groupes électrogènes verts qui fonctionneraient aussi à hydrogène. Là, on est sur une puissance de 30 MW. C'est gros. À l'heure actuelle, difficilement... on peut difficilement fournir par une solution qui ne soit pas connectée au réseau de distribution, voire sur des projets encore plus importants au réseau de transport. Donc c'est entre autres à ce stade ce qui va différencier le type de technologie. Mais comme vous le disiez, acheminer 3 km de câbles, 9 km de câbles et 3 km de réseau sur le port, c'est pas simple, parce qu'on traverse... des voies ferrées, on est sur des quais, il y a un cheminement particulier, compliqué. D'ailleurs, on n'est sans doute pas au bout de nos surprises dans les travaux à réaliser. Donc c'est complexe, mais en tout cas, voilà, c'est un objectif clairement affiché, aussi bien au Havre que sur plusieurs ports français. Merci. Je vous propose maintenant de donner la parole à Olivier Perrin, donc, qui est le président du groupe Pisto. Également gérant de la CIM, dont on a un peu parlé depuis hier, et qui va vous présenter notre vision de
de l'accompagnement que nous pouvons effectuer sur la décarbonation de la zone. Voilà. Merci. Olivier, à toi. Merci Éléonore, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parce que moi je ne vous entends plus là. Bon, très bien. Bonjour madame, bonjour messieurs. J'étais au Havre hier, j'aurais bien voulu être avec vous aujourd'hui. Malheureusement, l'actualité politique m'amène à être beaucoup à Paris en ce moment, puisque la Direction générale de l'énergie et du climat a mis en place une cellule de crise liée à la guerre ukrainienne. Vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. Je t'entends pas du tout, Éléonore. C'est bon. C'est bon, ouais. Voilà, donc je ne pouvais pas être des vôtres aujourd'hui, mais le cœur y est. Et un bonjour tout particulier à Myriam. Alors peut-être qu'il faudra revenir en arrière, parce que ça, c'est pas le bon slide. Et encore avant. Voilà, merci. Quand j'ai vu le titre, Les ports maritimes, moteurs de l'innovation et accélérateurs de la transition écologique, que j'ai beaucoup aimé, ça me rappelle toujours et ça me ramène à l'histoire des ports en France. Les ports en France, à commencer par celui du Havre, sous François Ier, qui sont souvent assimilés à une industrie parfois lourde, que ce soit la sidérurgie, les centrales à charbon, les raffineries pétrolières. Il y a donc tout un passé des ports français qui fait qu'aujourd'hui, dans le contexte de la transition énergétique, elles auront vraiment besoin d'innover et elles auront vraiment besoin de jouer un rôle dans le domaine de la transition écologique. Le message que je veux vous faire passer dans ma petite intervention est de vous montrer que dans le contexte actuel hydrocarboné, le but est d'inventer un nouveau modèle et de faire cohabiter demain tout type d'énergie. Merci. Slide suivant. Ça c'est fait, vous me connaissez. Slide suivant. Ça a été dit tout à l'heure par M. Courtin. Quand on parle port, je crois qu'il est important de toujours garder en tête que les ports, ils sont en compétition les uns avec les autres. C'est pour ça que on a été amené à faire un benchmark sur quelques ports, des grands ports, donc Dunkerque, qui joue un rôle important en France, Marseille-Fos, bien sûr, dans le sud, mais aussi Anvers, qui est à 2 pas de Dunkerque, et Rotterdam, et de voir un petit peu ce qui a été fait aujourd'hui en termes de dynamique de ces ports dans la transition énergétique, dans le cadre de la PPE en France, mais ce qu'on appelle le Fit for 55 au niveau européen. Et ce qu'il est important de noter, c'est que dans tous les ports, y compris ceux qui sont à l'écran ici, il y a une accélération très forte, encore plus depuis 2 ans et depuis le début de la pandémie Covid-19. Alors, vous trouverez quelques points communs entre ces 4 ports sur des thèmes comme l'électrification des quais, des navires, des engins portuaires, avec donc des solutions alternatives via l'hydrogène. Je crois que ce matin, vous avez dû avoir une session avec l'hydrogène et Dynamix et Sim ont dû vous présenter le projet, donc je ne reviendrai pas sur l'hydrogène cet après-midi. Autre point commun entre ces ports, tout ce qui tourne autour de l'avitaillement en GNL versus des soutes aujourd'hui, qui sont plutôt des fuels lourds. Le renouvelable, avec le développement d'éolien et de solaire. Et enfin, de manière extrêmement importante, dans tous les cas en ce qui nous concerne nous, c'est tout ce qui est autour du stockage du CO2. Si on y pense 2 secondes, les raffineries du nord de la Seine et les aéroports de Roissy-Orly ne fonctionneraient pas aujourd'hui sans la CIM, puisque on stocke le pétrole brut à destination des 2 raffineries Total à Gonfreville et Sceaux à Port-Jérôme, et tout le jet qui est consommé sur Roissy et Orly provient de nos installations au Havre. Donc on a très clairement aujourd'hui un flux de brut à la rentrée. Qui dit brut dit production de CO2, et ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est sur la sortie du CO2 correspondant à la production dont il a fait preuve quand le brut a été distillé. Si on regarde maintenant à repas, slide suivant s'il vous plaît, merci.
Aropa a donc un plan stratégique 2020-2025 et qui vise à répondre à trois grands défis. Le premier, c'est le renforcement de la compétitivité. Je le répète, et je le répéterai jamais assez, les ports sont en compétition. La contribution au développement économique du territoire et enfin l'engagement dans la transition énergétique. La contribution au développement économique du territoire et à travers cela le développement des activités industrielles et logistiques. Là, vous êtes au cœur du métier de la CIM et je voudrais passer un petit peu de temps derrière pour vous en parler plus en détail. Alors, d'abord, la CIM, c'est une vieille dame. On va fêter en septembre, malheureusement 2 ans plus tard à cause de la pandémie, mais les 100 ans de la CIM. Je crois que ça doit être, je ne veux pas m'avancer, mais certainement la plus ancienne ou l'une des plus anciennes sociétés sur le Havre. On entend aujourd'hui beaucoup de reproches sur le pétrole, j'y reviendrai tout à l'heure. Il faut quand même avoir en tête que sur les 65 millions de tonnes de trafic du port du Havre, les produits pétroliers en représentent 44%. Donc là, vous avez une... Non, n'allez pas si vite, s'il vous plaît. Retour en arrière. Voilà. Donc là, vous avez une vue sur la CIM, et je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. C'est quand même 7 km de long, plus de 100 bacs. On est sur la mer. Nos 6 appontements sont subis à la marée. On n'a pas d'équilibre entre nous et les sites. C'est un site qui est idéalement, je dirais implanté. Slide suivant. Avec 100 ans d'expérience, je n'ai pas honte de dire qu'on dispose de 4 atouts importants sur lesquels je vais revenir en détail pour accompagner Aropa dans la transition écologique et dans le renforcement de son attractivité. Tout d'abord, notre métier, c'est la logistique. Et on a une expertise prouvée depuis 100 ans dans les flux d'énergie. Alors, quand on parle de flux d'énergie, ça peut paraître tout simple comme ça, mais ça ne l'est pas. Ça commence par l'excellence opérationnelle, donc avoir toujours des installations qui fonctionnent. Ça commence par l'excellence dans le domaine de l'hygiène, de la sécurité de l'environnement. Je vous rappelle qu'on est des sites Céveso, seuil haut, avec des PPRT qui sont en place. Ça concerne aussi bien évidemment une capacité de décharger tout type de pétrolier de taille variable, d'une barge de 1000 tonnes jusqu'à ce qu'on appelle des very lourds crude carriers de mon langage, qui sont près de 300 000 tonnes de pétrole brut. Et puis évidemment, tous ces bacs n'auraient aucun intérêt s'il n'y avait pas la connexion pipeline entre eux. Deuxième point, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on est un actif clé pour le port du Havre et l'axe Seine. On est un acteur essentiel de cette chaîne énergétique. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, on est un peu le poumon des raffineries et des aéroports. J'ai parlé beaucoup des bacs, mais on a surtout au départ de la CIM un réseau de pipelines dense et entier. On est relié à 5 connexions du réseau Trapil, Le Havre, Paris. On est connecté aussi au réseau OTAN, qui permet d'aller ravitailler les aéroports en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse. On est bien évidemment connecté aux raffineries à travers les pipes de brut. Et on a aussi des pipes directs de produits finis entre notre site et le site de Total, par exemple. Si je dis cela, c'est qu'aujourd'hui, ces pipes transportent des produits hydrocarbonés, mais la beauté des pipes, ce sont les servitudes que ces pipes occupent. Et quand vous transportez du nafta, du gasoil, du jet ou de l'essence, rien ne vous interdit demain, à travers évidemment quelques dépenses et quelques capex, mais d'aller transporter par exemple de l'hydrogène, d'aller transporter par exemple du CO2, d'aller transporter par exemple de l'éthanol, comme Trapil le fait aujourd'hui. Donc notre connexion au pipe sur le Havre est un des atouts considérables pour nous. Et enfin, on est un acteur intégré dans l'écosystème local. Tous nos fournisseurs sont, on ne va pas dire havrais, mais de la région de Normandie. On fait travailler beaucoup d'entreprises extérieures. Tous les jours sur notre site, on a à peu près 130 intervenants pour évidemment nous aider à opérer les capex de maintenance. On a aussi une capacité d'investissement et une réactivité qui a été mise à l'épreuve au cours des dernières années. Si je reprends uniquement les 10 dernières années, la fermeture de la raffinerie de Petit-Couronne, beaucoup plus récemment, il y a 1 an, la fermeture de la
raffinerie du Grand Puy. Ces fermetures ont amené des équilibres structurels pétrole brut, produits raffinés, et on a su non seulement les anticiper, mais on a su surtout mettre en œuvre des solutions rapides pour que, par exemple, les aéroports parisiens ne souffrent pas de manque de carburéacteurs. Et enfin, on pense être sans fanfaronner, mais assez proactif pour saisir ces nouvelles opportunités. On a dans notre ADN une, une vertu où on n'a pas cessé de s'adapter au cours des dernières années. Et enfin, on a beaucoup œuvré au cours des dernières années dans le développement des biocarburants, que ce soit au départ le biogazoil, puisqu'aujourd'hui les gazoils peuvent être soit purs, soit vous incorporez des émags à hauteur de 5-10%, voire plus. Et maintenant, l'aérien, il a été fait mention tout à l'heure du SAF et je vais y venir. Donc là, on travaille aussi beaucoup pour adapter le transport de chaînes, certes hydrocarbonées, mais moins hydrocarbonées que par le passé. Donc on accompagne le port du Havre dans cette transition énergétique. Je ne vais pas revenir sur l'hydrogène. Il a dû vous être détaillé ce matin par Marion Ripaud chez nous et puis par Guy chez Dynamics. D'ailleurs, on en a profité pour recevoir au dernier trimestre M. Jean-Baptiste Djebari au Havre, uniquement pour lui montrer ce qu'on allait faire avec cet électrolyseur. Il nous a fait donc l'amitié, si je puis dire, de venir nous visiter avec Édouard Philippe. Et on a passé pas mal de temps à lui décrire ce projet. Je ne vais pas revenir sur les biocarburants routiers, hein, que ce soit encore une fois à travers les gazoils ou à travers les essences, hein, le 10, le 85, l'éthanol, sur lequel là aussi on a beaucoup de projets avec notre filiale Trapil, dont on détient près de 50%. Et enfin, l'aérien, où là ça va aussi très très vite, donc avec ce qu'on appelle le SAF, hein, dans le jargon des compagnies aériennes, le Sustainable Aviation Fuel, je vais appeler ça le biojet, où aujourd'hui la France rend obligatoire en 2022, alors on part petit, hein, mais l'incorporation de 1% de SAF qui montera à 2% en 2025, 5% en 2030 et 50% en 2050. Si vous regardez aujourd'hui les volumes de jets qui transitent par nos installations WAV, on parle de l'ordre de 6 millions de mètres cubes, eh bien à l'horizon 2030, de ces 6 millions de mètres cubes, 1 million de mètres cubes seront des produits bio, donc SAF. Dernier slide. Merci. Donc répondre au premier mandat français de l'incorporation, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Deuxième point, accompagner les engagements des compagnies aériennes de neutralité carbone à 2050. Elles ont tout pris des engagements là-dessus. On est en connexion étroite avec l'aéroport de Paris, mais surtout avec les suppliers de jet, que ce soit les majors pétrolières, mais aussi avec les compagnies aériennes elles-mêmes, comme Air France, KLM. Et là, je vous ai remis sur la carte parce que c'est important, ce que je vous disais tout à l'heure sur le réseau de pipe. Donc, il nous permettra à partir du Havre d'aller alimenter la France en biocarburant, mais encore une fois, à travers le réseau OTAN, eh ben, la partie est de la France, c'est la flèche numéro 2. Et puis, comme le Havre est dans notre jargon, ce qu'on appelle un hub de jet, de pouvoir même faire blender du biojet au Havre et pouvoir l'exporter demain. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors là, je vous ai perdu. Peut-être juste en conclusion, hein, on l'a vu, ce sont deux exemples hein, d'accompagnement de la transition énergétique sur le port. On voit que ce sont des processus de longue haleine, des processus qui sont lourds en investissement. Et ce qu'on voit également, et je pense que c'est ce qu'on se dit tous là depuis hier, c'est qu'il n'y a pas une solution, mais des solutions, et qu'on est bien sur des énergies avec un S. Et qu'il faut s'adapter en fait à chaque situation et à chaque cas et avancer de manière décomplexée et optimiste et volontariste. Voilà, je vous remercie.